Salam alaikum. Donc je vais continuer le cours sur le prédimensionnement pour le finir aujourd'hui. Donc je vais essayer de récapituler donc le prédimensionnement cool pour ne pas avoir donc des problèmes au niveau donc comment dimensionner un ouvrage. Et donc c'est spécifique pour le bâtiment. Donc j'avais dit la dernière fois, donc on avait parlé des poutres, des dalles sur 4 appuis, dalles sur 2 appuis, les poutres isostatiques, les poutres hyperstatiques, les poutrelles. Donc aujourd'hui, je vais compléter avec les poteaux et les consoles. Donc je vais faire un petit récap avec tout. Comme ça, vous aurez donc une bonne note. J'ai préféré ne pas donner directement le prédimensionnement. Donc j'ai donné d'où on peut tirer le prédimensionnement. Donc c'est à partir, comme j'ai dit, des règles BAVL. Pour ne pas vérifier les flèches. Donc c'est pour cela que généralement le prédimensionnement est défini comme étant tiré à partir des conditions des flèches. Donc je vais donc faire un récap. Je vais faire une récap. Donc récap, prédimensionnement. Donc récap, prédimensionnement. On va donc débuter par, premièrement, donc c'est les poutres isostatiques. Donc il est rare d'avoir ces poutres-là, mais on peut les avoir toujours ici. Généralement, j'ai dit c'est H sur L compris entre 1/16e et 1/10e. Ça, c'est pour les poutres isostatiques. Et bien sûr, donc ici, ne pas flèche non vérifiée. Si. Donc ici, nous avons des conditions. J'ai dit que je peux prédimensionner comme ça. Ici, les conditions sont vérifiées. Je ne calcule pas la flèche, qui est plus ou moins quelque chose donc en branche. Donc je vais avoir deux conditions ici. A sur L égale à 10. Première condition. Ou bien supérieur ou égal. Donc ce n'est pas la peine d'aller supérieur. Prendre égal à 1/10e. Et ρ, le pourcentage d'armature qui est égal à AS sur B0D. Okay. AS, donc c'est la section d'armature tendue, comme j'ai dit, tendue, doit rester inférieur ou égal à 4,2 sur FE. FE toujours en MPa, toujours avec les nouvelles unités, généralement c'est le système SI, le système international, donc c'est le système SI. Donc les forces en kilonewton et les contraintes en MPa. Ok. Maintenant les poutres hyperstatiques. Les poutres hyperstatiques en général, c'est la grande majorité des poutres, c'est des poutres hyperstatiques. Dans le bâtiment, par exemple, vous allez trouver donc généralement toutes les poutres sont hyperstatiques parce qu'elles sont parfaitement encastrées au niveau donc des poteaux. Ok, donc généralement, on est beaucoup plus dans l'hyperstatisme que dans l'isostatique. Dans l'hyperstatique, il faut que H sur L, toujours donc H sur L, doit être supérieur ou égal à 1/20e, compris entre 1 sur 20 et 1 sur 16. Ça, c'est pour les poutres hyperstatiques. Bien sûr, toujours la même chose. Vous avez deux conditions pour ne pas vérifier votre flèche. Deux conditions. Si elles sont satisfaisantes, donc on ne vérifie pas la flèche. Il faut que H sur L égale, ou bien supérieur ou égal à 1/20e. C'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut que la même chose, il faut que ρ,
ρ inférieur ou égal à 4,2 sur FE. Ok, la même chose ici. Généralement, c'est la même chose. Ok. Pour les poutres avec ordi, avec dalle de compression, pour les poutres, c'est-à-dire les poutres avec dalle compression, c'est-à-dire les poutres en T. Pour les poutres en T, donc c'est des poutres avec des dalles de compression. Ce qui est vrai aussi dans le bâtiment, parce que vous avez une dalle de 4 cm. En général, cette dalle de 4 cm, elle passe même sur les poutres principales et les poutres secondaires. Donc, même si on calcule notre dalle comme étant rectangulaire, en réalité, elle appartient à une poutre en T avec une épaisseur de 4 cm. Ok. Et là, donc, là, nous avons une seule condition ici, une seule condition. H sur L supérieur ou égal à 1/16e. Ok. Donc, si cette condition est vérifiée, ce n'est pas la peine de calculer la flèche. Et c'est pour cela, en général, j'ai dit que dans les poutres, dans le bâtiment, si on prend 1/14e, 1/13e, c'est largement vérifié. Ok. Ça, c'est pour ce qui est des poutres. Pour ce qui est donc du corps creux, pour les poutrelles en général, il faut que, ici, donc c'est une poutre en T, avec un corps creux, que ce soit céramique ou bien en béton ou bien en polystyrène. Il faut donc ici, on prendra H sur L supérieur ou égal à 22,5, à 1 sur 22,5, la même chose, donc 1 sur 22,5, 1 sur 22,5, 1 sur 22,5, et bien sûr, on ne vérifie pas la flèche, toujours pas de vérification de flèche, CO, ρ, le pourcentage d'armature, qui est égal à S, toujours tendu sur B0, B0D, donc la largeur de la nervure, reste inférieur ou égal à 3,6 sur FE. Ok. Donc ici, c'est un récap de tout ce qui est donc poutre et poutrelle. Tout ce qui est poutre et poutrelle. Ok. Tout ce qui est poutre et poutrelle. Je vais maintenant aller vers les dalles. Donc je vais aller vers les dalles maintenant. Je vais aller vers les dalles. Donc maintenant c'est les dalles. Dalles. Comme j'ai dit, en général, nous avons deux types de dalles. Nous avons des dalles qui sont appuyées physiquement sur les quatre côtés, qui peuvent porter dans une direction ou bien dans la deuxième direction. Ça, c'est d'un point de vue calcul, donc RDM, calcul des moments. Et nous avons des dalles qui sont appuyées sur deux côtés. Ici, je vais parler des dalles appuyées, donc dalles appuyées sur deux côtés. Ok. Par exemple, un escalier. L'escalier, c'est une dalle, malgré qu'elle est inclinée, donc c'est une dalle. Généralement, elle est appuyée sur deux côtés. Ok. Si vous avez 4 poutres, la dalle elle est appuyée sur les 4 côtés. Elle peut travailler dans une direction et ne pas travailler dans l'autre. Elle peut travailler aussi dans les deux directions, en fonction de l'eau. Mais ici, c'est des dalles qui sont appuyées directement sur deux côtés. Ce n'est pas la peine de voir le rond. Un escalier, en général, il repose sur deux appuis. Donc, généralement, il entre dans cette catégorie. Ok. Ici, donc, généralement, dans le cas, nous avons aussi deux cas. Nous avons deux cas. Isostatique. Isostatique.
Isostatique, ça veut dire pas d'encastrement aux appuis, pas d'encastrement aux appuis. Ce qui est rare aussi, ce qui est très rare aussi dans le bâtiment, ce qui est très rare, parce que généralement même les escaliers sont encastrés. Ok? Et dans ce cas-là, généralement c'est H sur L, y compris entre 1/10 et 1/16. 1/16. Ok? La même chose, pas de flèche, pas de vérification de flèche, si deux conditions. A sur L est égal à 1/10, donc prendre 1/10, si vous prenez 1/10 ou plus, donc, et en même temps, ρ doit être inférieur ou égal à 4,2 sur FE. Ça, c'est quand vous avez un système isostatique. Toujours, dalle appuyée sur deux côtés, quand le système est hyperstatique. C'est-à-dire avec encastrement des deux côtés. Ici, donc, c'est le cas des escaliers. C'est le cas des escaliers ici. Les escaliers ont deux appuis. Il n'y a pas des appuis de l'autre côté. Donc, ils ont deux appuis, les escaliers. Et en même temps, ils sont encastrés. Donc, ce n'est pas isostatique. OK. Généralement, ici, H sur L doit être compris entre 1,25 et 1,21. Doit être compris entre 1,25 et 1,21. Ici, vous avez généralement la même chose. Pas de flèche, malgré que ce n'est pas important pour les escaliers. Pas de flèche à condition que H sur L supérieur ou égal à 1 sur 25 et que ρ inférieur ou égal à 4,2 divisé par FE. On revient toujours le même principe comme au niveau ferraillage, le même principe que l'escalier, donc isostatique. Ok, ça c'est pour les dalles appuyées, donc j'insiste ici, c'est les dalles appuyées ici. Donc c'est des appuis physiques ici. C'est le cas des escaliers. Ok. Dans le cas de dalles appuyées sur quatre côtés, même si elles travaillent dans une seule direction, elles ne rentrent pas ici. Ici, c'est des dalles appuyées sur deux côtés. Il n'y a pas de poutres périphériques. Ok. Maintenant, je vais aller vers les dalles appuyées sur quatre côtés. Appuyées sur quatre côtés. Donc, physiquement appuyées sur quatre côtés. Ce n'est pas la peine de voir le rapport ρ. Donc, si vos dalles sont appuyées sur quatre côtés, c'est la majorité des cas en général. C'est la majorité des cas. Donc, si vous avez des dalles appuyées physiquement sur quatre côtés, et bien là, la même chose, vous allez avoir ISO. Je vais parler de isostatique. Comme j'ai dit, même c'est rare, mais toujours utile, c'est rare. Ici, vous avez donc en général H sur L doit être compris entre 1,25 et 1,21. Ok. Bien sûr, ici la même chose, flèche, pas de flèche, si H sur L supérieur ou égal à 1/20. Donc si vous dimensionnez avec supérieur ou égal à 1/20 et que AS et que ρ, le pourcentage d'armature inférieur ou égal à 2 sur FE, et bien ici, on ne vérifie pas la flèche. Si une des conditions n'est pas vérifiée, vous devez calculer votre flèche. Dans les systèmes hyperstatiques, ce qui est le cas donc dans les systèmes hyperstatiques,
hyperstatique, c'est le cas le plus courant, c'est le cas le plus courant en général. Et bien, ici, on aura H sur L, compris entre 1/40e et entre 1/25e. Entre 1/25e. Bien sûr, toujours la même chose. Pas de vérification de flèche. Si, pas de vérification de flèche. Si H sur L est supérieur ou égal à 1 sur 25, 1 sur 25, et que ρ, toujours égal à S sur B, D, dans le cas de dédale, B est égal à 1 mètre, donc c'est 100. Et D, c'est la hauteur de la dalle. A, c'est la section toujours tendue. C'est la section tendue au niveau de la dalle. OK? Inférieur égal à 2 sur FE. OK? Donc ici, je suis entre 1,25 et 1,40. Je peux ici, par principe, utiliser l'euro. L'euro, je vais l'utiliser. Je peux ici, comment? Parce que c'est très large ici, c'est très large, entre 1/25e et 1/40e. Et je vais, bien sûr, si ρ égale à 1, ça veut dire que vous avez les mêmes dimensions. La dalle, elle travaille dans les deux directions, identiquement. Je vais prendre ici, je diminue donc la hauteur, ce sera entre 40, 1,35, 1,30 c'est bien, même 1,40 c'est bien. Et contrôle est égal à 0,4. Contrôle est égal à 0,4. Le rapport Lx c'est le Y, qui est égal à Lx c'est le Y. Contrôle est égal temps vers 0,4, c'est-à-dire temps vers 0,4. Et bien, je préfère aller dans cette direction-là. Je préfère prendre ici, c'est-à-dire 1,30, 1,35, etc. OK? 1,30 c'est bien. Dans le cas où ρ tend vers 0,4, je prendrai 1/30e. S'il est égal à 0,6 ou bien 0,7, je vais aller vers 1,35, etc. Donc vous avez tout un choix à faire ici. Le choix sera conditionné par votre valeur d'euro. OK? Ça, c'est pour ce qui est donc des dates. Maintenant, je vais aller vers autre type aussi qu'on peut trouver dans le bâtiment. En général. C'est les dalles en console. C'est les dalles en console. OK? Dans les dalles en console, en général, on est toujours, si elle est en console, c'est qu'on est dans un système isostatique. On est en isostatique. Et généralement, dans le cas des dalles en console, on peut prendre H sur L, supérieur ou égal à 1 dixième. On peut prendre supérieur ou égal à 1 dixième. Ça, c'est dans le cas où vous avez des consoles. Dans le cas où vous avez des dalles qui sont en console. OK? On peut prendre carrément supérieur ou égal à 1 dixième. Donc, si vous avez, par exemple, une dalle qui sort 1,20 m, je peux prendre à partir de 12. Je peux prendre 12, donc 1,20 m divisé par 10, c'est 12 cm. Donc, je peux prendre 12. Et je peux prendre plus. Je peux prendre 12, 14, 15, etc. OK? Donc, ici, tout ce qui est... Ici, la flèche à vérifier. S'il n'y a pas de condition. Donc, flèche obligatoire. Flèche obligatoire. OK? Au niveau poteau, maintenant. Quand on va, généralement, la prédimension d'un poteau, il n'y a pas de règle de prédimension d'un poteau. Je dois faire la descente de charge. Et beaucoup de gens font un prédimensionnement avec la descente de charge. Ce n'est pas la peine, parce que vous allez calculer votre structure. Donc, au lieu de faire un prédimensionnement, vous calculez votre structure et vous déterminez quelle est la section nécessaire.
C'est-à-dire que vous allez perdre du temps, vous allez calculer manuellement, vous allez faire la descente charge, 1, 2, etc. Mais pourquoi faire? Ce n'est pas ça, ce n'est pas un prédimensionnement. Le prédimensionnement en général, c'est des règles qu'on adopte. Ce n'est pas un calcul. Ici, je n'ai pas fait de calcul, j'ai traité à partir de la portée. Donc, pour un prédimensionnement de poteau, ce n'est pas la peine. Vous pouvez mettre n'importe quel poteau. Je vais donner une seule condition qui servira de prédimensionnement. Par exemple, j'ai une structure R plus 10. Je vais mettre des poteaux, à peu près, je vais mettre 50. Et ensuite, voir. Après avoir calculé, je vais donc déterminer réellement, à partir de ce que j'ai fait, la dimension exacte. Donc, ce n'est pas la peine de faire un prédimensionnement de poteau. Mais je vais donner ici une seule règle. En général, pour ce qui est des poteaux, donc la condition la plus simple, il faut que H, donc la hauteur d'étage, il faut que la hauteur d'étage sur le maximum de A et B, avec A, B, dimension du poteau, c'est les dimensions des poteaux. C'est les dimensions des poteaux. Il faut qu'il soit inférieur ou égal à 15. Inférieur ou égal à 15 en général. Donc ici c'est le minimum. Je m'excuse, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Il faut donc ici que le minimum entre A et B, c'est-à-dire que le minimum, il faut que le minimum des dimensions, c'est-à-dire que le minimum des dimensions, le minimum des dimensions, soit supérieur ou égal à H, la hauteur d'étage, sur 15. Il faut qu'il soit supérieur à la hauteur d'étage divisé par 15. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une condition de BAL. C'est une condition de BAL. OK. C'est une condition de BAL 91. Pour éviter le phénomène de flambement. Parce qu'on va calculer notre poteau. Le poteau sera calculé donc à la flexion composée. Et dans le cas de la flexion composée, je ne peux pas le calculer par les méthodes simples, sauf si il respecte cette condition. Donc il va falloir que toujours vos dimensions des poteaux respectent cette condition. Ok. On peut aussi, donc beaucoup de gens font une descente de charge, mais comme j'ai dit, la descente de charge, ce n'est pas un prédimensionnement la descente de charge, parce que vous allez faire une descente de charge, vous allez calculer tout. Donc c'est un calcul qu'on fait. Donc ce n'est pas la peine de le faire. Il faut prédimensionner à partir de cela, prendre des dimensions qui sont plus grandes, et ensuite aller modéliser, et après modélisation, vous recalculez, vous allez adopter les sections des poteaux nécessaires. Mais si vous voulez faire une descente de charge, je vais vous donner quelque chose de très rapproché, et vous pouvez le vérifier. Généralement, quand vous avez un poteau, vous allez avoir une surface que reprend ce poteau. Donc le poteau va reprendre une surface qui va partager avec les autres poteaux. C'est ce qu'on appelle la surface afférente, qui est affectée. C'est la surface afférente qui est affectée à ce poteau-là. Elle peut avoir des dimensions 3 par 4, 4 par 5, etc. Et donc on peut calculer la surface afférente et prendre approximativement. Ce n'est pas la peine de détailler les poteaux, les planchers, etc. On peut prendre approximativement une charge ici. On peut prendre une charge ici. On peut prendre une charge approximative de 15 kN par mètre carré. Ok, 15 kN par mètre carré. Et ensuite, donc, on va donc calculer la charge ramenée. Ici, ce n'est pas un prédimensionnement, c'est une approche ici. Ok. Ensuite, vous allez calculer la surface afférente, multipliée par 15 kN par mètre carré, et le nombre de planchers. Vous pouvez donc calculer approximativement quelle est la charge sur votre poteau. Ensuite, vous allez dimensionner. Donc, vous allez avoir qu'il faut avoir que B, la section des poteaux, soit supérieur ou égal à N approché, pour avoir une idée sur tout, divisé par sigma béton limite.
Ici, c'est un calcul à l'ELU. Donc, sigma B limite ici, on peut l'appeler aussi FC limite, elle est égale à 0,85 multiplié par FC que vous avez choisi sur 1,5. Coefficient de sécurité 1,5. On peut dans la bibliographie trouver quelquefois, on multiplie sigma B par 1,1. Mais au niveau, quand vous allez vérifier avec l'RPA, même en utilisant cette méthode, quand vous allez vérifier le moment, l'effort réduit avec l'RPA, 0,3 FC 28, et bien vous allez avoir vos dimensions qui vont complètement devenir très très importantes. Ok, donc moi je vous conseille de ne pas faire un prédimensionnement des poteaux. Vous faites cette condition, vous respectez cette condition et vous calculez. Ensuite, vous allez calculer votre poteau directement par rapport aux charges qui sont réduites. Par rapport aux charges qui sont données, vous allez calculer votre moment réduit qui est fixé à 0,3 et vous allez donc adopter les sections nécessaires pour votre poteau. Ça c'est donc ici jusqu'à maintenant dans un ouvrage de bâtiment, on peut donc calculer, on peut donc prédimensionner les différents éléments. Donc on peut dimensionner les différents éléments et on peut aussi simplement voir si je suis obligé de faire, comme j'ai dit, un calcul de flèche ou ne pas le faire. Ok. Donc je suis à peu près j'ai complété à peu près tout ce qui est prédimensionnement dans le cas d'un bâtiment. Normalement on peut s'inspirer de ces résultats. J'ai donné d'où je les ai apporter parce que ce n'est pas uniquement de dire entre. Là, vous pouvez vous référer. Le BAOL 91, vous allez trouver, donc j'ai donné avant tous les articles. Je vais répondre à quelques questions. Par exemple, quelqu'un m'a demandé de faire un ferraillage d'une poutrelle. Le ferraillage d'une poutrelle, c'est très très simple. C'est une poutre en T avec donc une table de compression de 4 cm et une levure qu'on peut considérer égale à 10 cm d'épaisseur, et vous allez calculer en flexion simple. Et vous allez avoir donc les armatures qui seront disposées si elle est continue, vous allez avoir des armatures en appui, des armatures en travée. Et vous allez ensuite ferrailler la dalle. La dalle en général, on utilise le trait à souder. Le trait à souder vendu, donc il est très satisfaisant, il est carrément acceptable. Parce que généralement, dans la dalle de compression, le règlement exige que AS, la section d'armature dans la dalle de compression, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0,6 pour 1000 de l'épaisseur multiplié par 100 pour 1 mètre. Et on va trouver généralement, si je calcule ici, pour le trait à souder, pour le trait à souder avec diamètre inférieur à 6 mm. Ça, c'est les conditions données par le BAOL 91. En général, c'est des sections très très réduites. Le trait à souder, comme j'ai dit, 2 ou 3 mm avec un espacement 200 par 200. Il est largement suffisant. Donc je peux ici choisir, je peux mettre un TS. Beaucoup de gens ne savent pas appeler le TS, c'est un trait soudé en général. On doit mettre 4 chiffres en général. On dira par exemple 2 par 2. C'est-à-dire vous avez 2 mm, l'épaisseur du fil, elle est 2 mm porteur, c'est le sens du rouleau. 2 mm dans le sens transversal, qui fait 2,40 m. Et on doit aussi indiquer 200 par 200. C'est-à-dire ici c'est le maillage. Ici c'est le maillage. Le maillage de votre trait à souder. Ici c'est les diamètres. D'accord? Donc les traits à souder qui sont fabriqués, donc vous pouvez mettre un TS de 200, 200. C'est-à-dire les mailles 20 par 20. On peut avoir aussi les mailles 15 par 15. Mais généralement un TS 2 par 2, 200 par 200, il est largement suffisant dans le cas de ferrage des dalles. Pour ce qui est, donc quelqu'un m'a demandé aussi l'utilisation de la méthode Kako. C'est vrai, on peut utiliser la méthode Kako, mais la méthode Kako, généralement, elle est utilisée dans tous les cas. Mais actuellement, en général, c'est très délicat, parce qu'en général, maintenant, on n'utilise plus les méthodes d'approcher et tout ça. Généralement, les méthodes d'approcher sont faites
pour vérifier, aussi bien si vous êtes en chantier, qu'il vous manque de données. Donc vous pouvez calculer rapidement. Mais généralement, le calcul maintenant, il est beaucoup plus basé sur des logiciels de calcul qui calculent exactement ce que vous avez besoin. Mais pour la vérification, pour la validation, je parlerai ensuite des calculs, comment valider les calculs. Donc, parce qu'on doit les valider. Si je mets dans un software, je vais mettre une structure, je vais la calculer, et après, comment je vais valider? Quel est mon rôle? Je n'ai aucun rôle. Par tout est calculé. Donc, généralement, on doit vérifier nos résultats. Les résultats, on peut les vérifier par les méthodes approchées des calculs, les méthodes forfaitaires ou bien la méthode CACO. Je vais donc donner une validation à mon calcul. Mais généralement, ils ne sont plus utilisables. OK. Quelqu'un m'a demandé comment j'ai pris le moment 0,5 M0. J'ai pris donc MT égale à 0,5 M0. En général, quand vous avez des appuis, quand vous avez une poutre ou bien une dalle, et qu'elle est encastrée, généralement, vous avez les moments en appui et le moment entravé. En général, le moment entravé, si je le calcule, si vous pouvez le voir, si vous avez une poutre, par exemple, vous allez encastrer, vous allez calculer. Si elle est parfaitement encastrée, en général, le moment entravé, il peut tendre vers le 1 tiers du moment N0. Il peut tendre vers le 1 tiers. Généralement, moi, j'ai pris un demi, j'ai pris 0,5 M0. 0,5 M0, ça veut dire qu'il est vérifié, quels que soient les appuis, quels que soient les encastrements. OK. La même chose, quelqu'un m'a demandé comment on calcule un escalier. En général, dans les escaliers, j'ai donné déjà le prédimensionnement. L'escalier, c'est une dalle. L'escalier, c'est la même chose qu'une dalle. L'escalier, donc, c'est une dalle. L'escalier, c'est une dalle. C'est une dalle qui est ramenée, par exemple, si vous avez un escalier avec un palier avec une volée. Ici, le calcul, c'est la même chose qu'une dalle sur deux appuis. Avec un semi, généralement, on met des petits encastrements. L'escalier, on le calcule manuellement. Ici, on utilise les méthodes forfaitaires. Dans l'escalier, généralement, on utilise les méthodes forfaitaires. On évite d'avoir recours à des moments importants au niveau des appuis parce qu'ils vont provoquer la torsion des poutres, la torsion au niveau de la poutre palière, etc. On peut prendre, par exemple, après avoir calculé, prédimensionné, donc ici l'escalier, comme j'ai dit, c'est une dalle portant sur deux appuis, donc je fais le prédimensionnement de la paillasse, et je vais donc, les charges vont un peu changer ici, mais c'est le même calcul, ça devient la portée. Ça, c'est la portée de votre escalier. Vous allez prédimensionner, vous avez calculé le moment M0, et on peut adopter, par exemple, ici 0,3 M0, ici 0,3 M0, et ici on peut prendre, par exemple, MT, M entravé, égale à 0,85 M0. MT égale... Et on peut donc calculer simplement l'escalier comme ça. On peut le calculer simplement comme ça en affectant 0,85. Le seul problème qui se passe dans l'escalier, c'est la charge inclinée, comment elle est ramenée ici. Okay? Et en même temps, les dispositions constructives. Les dispositions constructives ici sont très très importantes. Je vais en parler, je vais en discuter, parce qu'il y a beaucoup de mélanges surtout dans la fonction des ciseaux. Beaucoup de gens font une double nappe. Je ne sais pas pourquoi on fait une double nappe dans les escaliers. Normalement, c'est une seule nappe. L'escalier, c'est une poutre. Donc, généralement, vous avez une seule nappe. Vous avez une seule nappe de ferraillage. Vous avez une nappe en bas. Et vous avez des armatures uniquement en appui. Vous avez des armatures uniquement en appui. Donc, ici, vous n'avez pas besoin. Beaucoup de gens, donc, généralement, utilisent les double nappes. Alors que généralement c'est faux parce que le béton en général il est comprimé, il n'a pas besoin d'armature dans la zone de travée, Ok. Donc maintenant j'ai arrêté tout. Maintenant j'ai voulu commencer par le prédimensionnement. Je vais donc entrer puisque c'était l'objet de notre cours d'aujourd'hui, c'était donc comment essayer donc de lire une lecture donc de l'RPA avec les analyses donc qu'il faut faire. Ok. Donc j'ai préféré faire un prédimensionnement parce qu'il y a beaucoup de lacunes ici. J'ai vu qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau des bureaux d'études, au niveau des ingénieurs. Donc j'ai voulu donner donc quelque chose de général qu'on peut utiliser. Et comme j'ai dit, ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine de se confronter. Ce n'est pas la peine de se confronter parce qu'ici c'est uniquement un prédimensionnement. C'est un prédimensionnement.
Donc, c'est des règles qui sont données d'après le BAML. Si vous allez dans la bibliographie, vous allez trouver donc plusieurs approches, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on arrive à donner un prédimensionnement pour ensuite aller vers le calcul. Et le calcul, c'est lui qui va vérifier tout ça, le calcul du ferrage, le calcul des flèches, etc. Donc la prochaine fois, donc je vais entamer ce qu'on appelle le parasismique. Mais avant d'entamer le parasismique, donc je vais entamer un peu tout ce qui est dynamique. Je vais parler un peu de la dynamique des structures, je vais parler des modes, je vais parler de la combinaison modale, le nombre de modes à considérer, comment l'approche simple d'un élément tridimensionnel à un élément simple. On va essayer de faire une petite introduction sur tout ce qui est dynamique. Donc je vais pas donner des cours de dynamique, mais je vais faire quelque chose en aperçu sur une compréhension, comment comprendre le phénomène, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir bien comprendre tout ce qui est donc sismique. Ok? Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.